Il y avait une très belle phrase de Claude Roy qui disait de toi, il sonne réel avec cette simplicité, cette vérité qui est le produit d'un art. J'aime beaucoup ce Claude Roy qui disait Oui. aussi que tu es l'auteur tragique le plus comique de ta génération. Ouais. L'auteur comique le plus tragique de ta génération. Voilà, l'auteur comique le plus tragique de ta génération. Voilà. Euh, on peut, si vous le souhaitez, ouvrir sur quelques questions si vous avez envie. Ou comme on est un peu en famille, on peut reprendre aussi. Ah, Il y a des oui. chaises devant, hein, si vous pouvez vous asseoir devant. Oui, donc vous vous écrivez vous. Il y a une vie de on, mais ça reste quelque part une marque d'impersonnel. Et je me demandais du coup si il n'y avait pas dans votre écriture un engagement non pas politique, pas politisant non plus, mais un engagement social. Est-ce qu'il y a un message derrière tout ça? Parce qu'il y a quand même quelque chose d'universel quand on lit les 45 ça va, par exemple. Alors, le on est impersonnel, mais en même temps, c'est une très belle question et c'est très difficile d'y répondre. Mais je vais répondre par une anecdote. Je passe un jour rue de Turenne, il y a des années de ça. Un type sort d'un magasin, il m'attrape par le bras et il me dit, Jean-Claude, t'écris pour nous, t'écris pour nous, tu parles pour nous. Je me retourne et je vois la tête d'un gosse avec qui j'étais en... Un gosse qui avait 40 ans, quoi. Avec qui j'étais en colo. On partait entre enfants de déportés. Voilà. Et donc, effectivement, le fait d'écrire, par exemple, l'atelier, j'avais une responsabilité. Je racontais l'histoire de ma mère, donc il ne fallait pas que je me moque de ma mère, que je parlais d'un patron que j'ai fini par jouer parce que tous les comédiens voulaient le jouer comme une brute terrible, l'exploitation et tout. Je disais, mais non, c'est un pauvre homme qui essaye, il est patron, il n'est pas né avec sa carte de patron dans la poche. Voilà, et donc j'ai essayé de défendre ce personnage, d'en faire un être voilà, qui était touché par lui-même, par cette histoire. Et donc, pour répondre à ça, j'écris en mon nom avec une forme de responsabilité qui est liée au fait que les enfants de déportés sont, voilà, les déportés ont disparu, les derniers survivants sont en train de partir, et donc il y aura, je dirais pas des témoins, mais des gens qui ont été touchés par cette histoire. Voilà. Et donc écrire, bien sûr que j'écris en mon nom, mais en même temps, je dois toujours avoir ce scrupule de ne pas me moquer, de ne pas humilier mes personnages, de ne pas faire rire à leurs dépens, voilà, mais au mien. Donc, dans ce sens-là, le on et l'universalité. On a joué l'atelier au Japon. Et la jeune femme qui l'avait traduite et montée est venue me voir à Paris. Et je lui ai demandé, mais pourquoi vous avez joué l'atelier au Japon? Il n'y a pas de juifs au Japon. Elle a dit, on a les Coréens. Je dis, oui, mais vous n'avez pas déporté les Coréens et tout ça. Elle a dit, on a fait pire. Voilà. Et elle a dit aussi, il y avait énormément de femmes de soldats japonais qui ne savaient pas ce qu'était devenu leur mari et qui ne l'ont jamais su. Voilà, les disparus, c'est universel. Ça n'est pas que les déportés. Donc, on trouve partout des gens qui rentrent dans les histoires des autres parce qu'ils... La plus grande surprise que j'ai eue de ma vie, c'est en Belgique. Voilà, Dreyfus, c'est une pièce, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, où les personnages sont censés parler yiddish.
et vivent dans un petit village dans les années 30 en Pologne. Et l'attaché de presse du théâtre belge me dit, on a une demande d'un collège, c'est un peu loin, mais il désirerait tellement vous voir et tout. Moi, j'étais dans une dépression terrible, je me traînais comme ça. Et j'ai dit, mais c'est qui? Elle m'a dit, c'est un collège de jésuites. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire dans un collège de jésuites? Elle me dit, bah, ils ont choisi Dreyfus comme spectacle de fin d'année. Bon, je dis, bon, on va y aller. Alors on traverse la Belgique, on arrive dans un endroit, une abbaye, un truc complètement fermé, que des hommes, et je vois des types, des adolescents, un peu comme ça. Et je leur dis, la première question qui me vient, mais c'est pourquoi vous avez choisi Dreyfus? Parce qu'on est comme eux. Comme les personnages. Mais... Et j'étais tellement mal et que je suis reparti sans poser plus de questions. Voilà. Mais donc, on ne sait pas ce qu'on écrit. En fait, on ne sait pas ce qu'on écrit. Et c'est les lecteurs et les spectateurs, dans le cas des auteurs de théâtre, et les comédiens et les metteurs en scène, qui vous disent ce que vous avez écrit. Et essayer de savoir ce qu'on écrit ne sert à rien, parce qu'on vise quelque chose. Et je me souviens Jean-Luc Godard avait fait des petits tracts anti-gaullistes. Et on les voyait, on avait envie de voter pour De Gaulle. Il s'était gouré. Voilà. Donc c'est comme ça. Il ne faut pas essayer d'être trop précis. Il faut se raconter. Et en se racontant, on raconte forcément les autres. Donc, avoir conscience qu'on doit le respect aux personnages, parce que ça évoque des histoires privées d'autres gens. Est-ce qu'il y a Tu as le droit à une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jean-Claude, sinon on se disait, mais je ne sais pas, en termes de temps, ça va peut-être être un peu juste, je ne sais pas. On a un dernier un Sava qui est une histoire vraie autour de la question de l'écriture, au fond. Ce Jean-Claude, à chaque fois qu'il m'apporte un texte, me dit que c'est le dernier, qu'il n'écrira plus. Et donc, je ne le crois plus. Tu as tort. Donc ça s'appelle une histoire vraie. C'est donc le dernier Sava, j'en écrirai plus après. Ça va? J'y arrive plus. À quoi? À écrire. À qui? À qui? À qui t'arrives plus à écrire? À personne. Où est le problème alors? J'arrive plus à écrire, voilà le problème. J'écris jamais, moi. Quel rapport? Je téléphone, je balance un SMS, un mail. Comment je vis, à ton avis? Pas mal, non? Qu'est-ce qui te fait dire pas mal? Ah, tu bois du thé. Et alors? Si tu étais gêné, tu prendrais des décas comme moi? Je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi? Le déca. Pourquoi? Ça me fout des remontées acides. La vésicule. Tu crois? Mon beau-frère a eu ça. Et alors? Ablation. De la vésicule et du pancréas. Merde! Avec une tranche de rat toutefois, je ne sais plus. Et il va comment? Ça, je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Ma sœur l'a quitté. C'est plus ton beau-frère, alors. C'est mon ex, enfin, son ex. Et ta sœur? Perdue de vue aussi. Ah bon? En fait, je me suis aperçu que j'étais plus attaché à mon beau-frère qu'à ma sœur. Il avait des remontées acides après le déca, tu dis? Après le café, il buvait jamais de déca. Et après le thé, je ne l'ai jamais vu prendre un thé. Pourtant, le thé vert pour la vésicule, oui, mais c'est plus cher. À qui le dis-tu? Bah, à toi. Comment financer mon thé vert si j'écris plus? Pourquoi tu dis ça? Je gagne ma vie en écrivant. Tu gagnes ta vie en écrivant quoi? N'importe quoi. Attends. On te paye pour écrire? Exactement. Pour écrire n'importe quoi? Tu as déjà lu quelque chose de moi? Je ne savais même pas que tu écrivais. Tu n'as jamais rien lu de moi et tu te permets de me dire en face que j'écris n'importe quoi? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est qui? Toi? Moi? Tu viens de me le dire. Quand? Pas plus tard que tout de suite. Mettons. T'écris quoi au juste? Des bouquins, des pièces, des films, des sketchs, des pubs, n'importe quoi. Enfin, tout ce qui me passe par la tête. Bah continue, qu'est-ce que tu te fais chier? Bah j'y arrive plus, je te dis. Et pourquoi? Plus rien ne me passe par la tête. Ah bon? Bah moi, j'en ai des trucs qui me... Dis-moi un. Un quoi? Un truc qui te
Ah, ça va pas te plaire. Vas-y, essaie. Ah, ça va pas te faire marrer. Voilà le problème. Quel problème? On n'est jamais sûr de quoi? Que ça va faire marrer. Et moi, si ça fait pas marrer, je suis pas casqué. Merde. Voilà, t'as tout compris. Bon, bah alors attends. J'attends. C'est l'histoire d'un type. Moi. Tu la connais? Non, non, vas-y. Non, non, une autre. Vas-y déjà. Non, c'est l'histoire d'Hitler. D'Hitler? Oui, d'Hitler. Hitler. Ouais, ouais. Tu tapes fort là. L'histoire d'Hitler qui est pas mort dans son bunker. Une histoire vraie? Arrête, tu vas me faire gourer. Vas-y. Bon, il n'est pas mort dans son bunker, et à la fin de la guerre, il part avec Eva Braun et sa chienne Blondie en Argentine. En Argentine. Ou au Paraguay. Ah ben, faudrait savoir. Quoi? En Argentine ou au Paraguay? Quelle importance? Comment ça, quelle importance? Si tu abordes un sujet historique, il te faut une documentation en fer forgé, en béton armé, sinon tu ne vas pas être crédible. Bah, disons au Paraguay. T'es sûr? Oui. Une hacienda perdue dans les montagnes au Paraguay, même que ça lui a rappelé la Bavière. Alors, il tombe malade. Qui? Hitler, gravement malade. Alors Eva Braun, sa femme, je sais qu'Eva Braun est sa femme, merci. Donc sa femme appelle le docteur. Quel docteur? Mengele. Mengele? Qui lui vit en Perpénard, en Argentine, dans une hacienda. Oui, on sait. On sait quoi? Que Mengele vivait peinard en Argentine. Après. Alors après, Mengele se ramène à fond de train, ventre à terre, et se jette au pied de son Führer en gémissant « Mein Führer, mein Führer !» Oui, alors Hitler mourant agrippe Mengele par son foulard de gaucho, Eva Braun pleure, la chienne Blondie gémit, Mengele retient son souffle et ses larmes. Oui, alors Hitler, dans un ultime effort, murmure à l'oreille de Mengele « Mengele, ja, mein Führer, ja, les Juifs, Mengele, ja, mein Führer, les Juifs !» Hitler lève le bras et dans un râle le fait taire, puis lâche dans son dernier souffle « Les Juifs, Mengele, je leur pardonne. » Alors rien. Bah, c'est nul. Oui, mais c'est marrant. Tu trouves? Pas toi? Moi, je me place d'un point de vue professionnel. C'est-à-dire, plus rien ne me fait rire. Ah bon? Mon problème, c'est que moi, je dois raconter des trucs sérieux qui font rire. Hitler, c'est du... Non. Ils ne font plus rire personne. Qui? Hitler, Eva Braun, Mengele, Blondie, les Juifs, c'est fini. Excuse-moi, comme j'avais lu ça dans un livre, je me suis dit que peut-être tu pourrais le mettre dans un livre à toi, voilà. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, pas comme ça. Excuse, alors ton beau-frère, mon ex-beau-frère, oui, voilà, ton ex. Ah ben, je le vois plus, je te dis, depuis que ma sœur l'a... Justement, ta sœur l'a quitté avant ou après l'ablation de la... Pendant. Elle n'a pas supporté qu'on le découpe en tranches, l'être qu'elle aimait. C'est ça, hein? Non, elle en avait un autre. Un autre quoi? Un autre type. Un autre type? Oui, un mec du gaz. Un gazier? Voilà. Un jour, il est venu relever les compteurs et il a soulevé ma sœur. C'est magnifique. Tu trouves? Une histoire d'amour? Oui, si tu veux. C'est vachement intéressant. Quoi donc? Ça? Ma sœur est... Oui? Non? Si, enfin, si tu veux, écris-le. Non. Pourquoi non? Une histoire vraie. Justement. Non, c'est trop de boulot. Mais puisque je te raconte tout... Non, une histoire vraie, il faut faire une enquête, interviewer ton ex, ta sœur, le gazier, le chirurgien, l'équipe médicale, son psy, s'il a un psy. Mais raconte n'importe quoi puisque c'est une histoire vraie. Non, je ne travaille pas comme ça, moi. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Je vais rentrer. Quoi faire? Attendre. Quoi? Que quelque chose me passe par la tête. Et si rien ne te repasse, alors je reviendrai prendre mon dernier thé vert. Et après? Il n'y a pas d'après à Saint-Germain-des-Prés. Charles, oui, tu me fais peur. Salut à toi. Voilà. Bien, merci beaucoup, Jean-Claude. Ben, c'est moi qui vous remercie, chère madame. C'est mon éditrice. Alors, il faut que je sois très gentil avec elle. Voilà. Merci de cet après-midi. Et donc à jeudi.